Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+, un bœuf politique qui va une fois de plus traiter de l'actualité mondiale. Quelle est cette actualité mondiale? C'est l'intervention américano-israélienne en Iran, depuis le 28 février dernier. Nous sommes jeudi 5 mars 2026. Nous sommes donc au 6e jour de cette guerre lancée contre l'Iran par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Notre invité pour en débattre, pour en discuter, est l'analyste politique Olivier Dossou qui nous répond depuis là, Bruxelles. Avec lui, nous allons parcourir le point comme le contexte stratégique et les objectifs de cette guerre, analyse politique et motivation, droit international et légitimité, risque d'escalade et impact régional, conséquences économiques et géopolitiques mondiales, opinion publique mondiale et médias, etc., etc. Bonsoir Olivier Dossou, comment allez-vous? Bonsoir Jackie Moifo, j'espère que vous m'entendez, je vais très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette autre invitation après celle d'il y a quelques jours seulement. Vraiment, sincèrement, merci. La première question, Olivier Dossou, quels sont selon vous les objectifs affichés par les États-Unis de Donald Trump et Israël, Benjamin Netanyahou, dans cette offensive contre l'Iran? Premier volet de la question, en quoi ces objectifs correspondent-ils à leurs intérêts stratégiques réels? Alors, le problème qu'il faut déjà faire remarquer, c'est que les objectifs ne sont pas clairement explicités quand on suit les uns et les autres, mais il y a un objectif qui est majeur, qui est un objectif central. Okay. C'est justement le changement de régime. Donc, le régime change, c'est vraiment l'objectif visé d'abord par les stratèges israéliens amenés par Benjamin Netanyahou. Et ensuite, on va justement impliquer l'administration de Donald Trump. C'eût été également la même chose si l'administration avait été donc démocrate. Donc, mais ces objectifs-là sont un peu, si vous voulez, le gros objectif. Parce qu'il faut revenir un peu en arrière pour comprendre que lors de la guerre de juin 2025 qui avait opposé donc la République islamique appelée la République des Mollahs par les États-Unis, notamment Trump, et puis le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il était question essentiellement de trois objectifs clairs. Vous avez le premier objectif, c'était de la destruction des capacités militaires de l'Iran quant à la production de l'uranium, pour que l'Iran ne puisse pas se doter d'une bombe atomique. Premier objectif. Ensuite, vous avez le deuxième objectif qui était le changement de régime. Et le troisième objectif corrélé aux deux autres, c'était la capitulation du régime donc iranien. Sauf que dans la réalité des faits, outre l'assassinat de plusieurs hauts responsables, déjà en juin 2025, plusieurs hauts responsables sécuritaires, militaires et même politiques par Israël, ces trois objectifs n'ont pas été atteints et se sont soldés par un cuisant échec. Et au terme des 12 jours de combat, des 12 jours d'affrontement armé, les Israéliens sont passés par l'entremise de justement des Américains pour exhorter ou supplier même littéralement les Iraniens de leur accorder un cessez-le-feu. Et c'est ce qui fut fait. Et par la suite, le régime militariste de Benjamin Netanyahou n'a pas justement abandonné son objectif de renverser la République islamique. Cette république qui est donc une république forgée depuis la révolution de l'ayatollah Khomeini en 1979. Donc depuis 1979, l'Iran apparaît comme une puissance militaire concurrente pour les Israéliens dans le
Proche-Orient, parce que justement, la stratégie américaine qui avait été conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler qu'Israël est un État qui est créé en 1948, visait justement à consacrer le monopole militaire, politique et stratégique uniquement à l'entité sioniste. Et ce qui a permis justement aux Américains et puis aux Français d'aider Israël à se doter de l'arme nucléaire. Donc, selon les experts, aujourd'hui, Israël a plus de 200 têtes nucléaires. Piétinant ainsi le traité de non-prolifération, il faut préciser. Oui, le traité de non-prolifération, c'est une chose, mais vous savez, il n'est pas formellement interdit au pays de se doter d'armes nucléaires, mais sauf que c'est souvent l'application de cela est fait à géométrie variable. Selon que vous soyez proche ou non des États-Unis, vous aurez la bombe atomique. Vous avez par exemple un pays comme le Pakistan, c'est doté de la bombe nucléaire parce que les États-Unis voulaient pour affaiblir justement l'Inde. Et ensuite, Israël, évidemment, devait être le gendarme des Américains et des Anglais dans le Moyen-Orient. Et c'est ce qui fut fait. Donc, pour les Américains et puis pour les Occidentaux, les pays de l'OTAN, on va les appeler l'axe de l'OTAN, il ne fallait pas qu'il y ait d'autres puissances militaires autres qu'Israël dans le Moyen-Orient. Les pays du Golfe étant juste les satellites qui doivent servir de projection à la capacité militaire dont les Israéliens, ce qui fait que leur espace aérien est violé continuellement pour aller bombarder tel ou tel pays, soit la Syrie, soit la Jordanie, soit même le Qatar. Récemment, Israël a bombardé certaines cibles dans le Qatar. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les objectifs qui étaient donc assignés par les initiateurs de cette guerre-là, essentiellement les Américains et surtout le Premier ministre israélien, visaient à changer de régime, ce qui va amener donc à frapper le cœur du régime iranien en décapitant littéralement la monarchie. Bon. Sauf que ces objectifs n'ont pas été atteints pour une raison très simple. C'est que les Iraniens ont compris très vite que la stratégie américaine et la stratégie des Israéliens, c'est une stratégie qui est basée sur le choc et l'effroi. En anglais, on dit shock and away. Ça veut dire quoi? On coupe la tête, et si on coupe la tête, vous vous rendez, vous pliez, et puis vous fermez boutique. Les Iraniens n'ont pas fonctionné ainsi. Ils ont vu donc le guide de la République islamique, Ali Khamenei, assassiné avec plusieurs de ses proches et de hauts responsables militaires, y compris le ministre de la Défense. Mais à tous les postes de responsabilité, ils avaient déjà suppléé par des commandements à la fois militaires, civils et politiques. Ce qui fait que même si vous attaquez la tête et vous la décapitez, ça ne change rien du tout à l'écosystème militaire iranien qui demeure en place, l'écosystème militaire, politique et vraiment de la structure iranienne. Et second élément, c'est que le régime iranien est un régime extrêmement décentralisé. Donc, vous pouvez bombarder et détruire Téhéran, ça ne changera rien également, puisque toutes les autres régions sont pourvues en capacité militaire, en capacité politique, ont leur propre autonomie, qui n'obéissent pas forcément donc au mode de fonctionnement de Téhéran, mais dans la même logique que la défense de la souveraineté de l'Iran, et surtout dans une perspective aussi islamique, parce que nous sommes dans un régime chiite qui a une conception religieuse du combat, c'est-à-dire qu'il mène une guerre sainte contre les infidèles. D'ailleurs, l'ayatollah Ali Khamenei qualifiait justement les États-Unis de grand Satan. Nous sommes aussi dans une dialectique religieuse ou la dialectique politique. Donc, les objectifs, rapidement pour conclure là-dessus, les objectifs qui visaient donc à détruire les capacités militaires de l'Iran
n'ont pas été atteints, les objectifs de changement de régime n'ont pas été atteints, et les objectifs actuellement de pousser l'Iran à se rendre ou à capituler n'ont pas été atteints, quand bien même on a assassiné le guide et plus de une quarantaine de hauts responsables politiques et militaires, dont le ministre de la Défense. Donc, à ce stade, l'Iran détient tout son écosystème politique militaire en place. Voilà. Vous avez évoqué le renseignement militaire. Comment évaluez-vous la qualité de ce renseignement militaire de part et d'autre aujourd'hui? Comment évaluer le renseignement militaire de part et d'autre? La qualité surtout du renseignement militaire de part et d'autre. Oui. Bon, la qualité, il faut savoir que dans les classements internationaux, l'Iran apparaît comme quand même la 16e puissance mondiale en matière militaire, derrière Israël qui est la 15e. Mais vous avez en ordre de grandeur, l'Iran c'est à peu près 92 millions d'habitants, voire 95 millions. Israël c'est 9 millions d'habitants. Et la superficie d'Israël c'est à peu près 22 000 km². L'Iran, nous sommes sur à peu près 1 650 000 km². Donc, c'est un pays vaste, montagneux, un pays extrêmement peuplé aussi, et puis un pays puissant sur le plan militaire. Alors, en matière de renseignement, il faut comprendre que Israël est réputé par rapport à son puissant service de renseignement, le Mossad, mais qui n'est en réalité qu'une excroissance du MI6 britannique et surtout aussi de la CIA américaine. Donc, toutes ces structures fonctionnent ensemble dans un agenda impérialiste pour détruire toutes les capacités des autres pays qui menaceraient leurs intérêts. C'est clairement dans ce sens-là qu'ils perçoivent donc l'Iran. Mais l'Iran également est un pays qui dispose donc d'un puissant renseignement militaire et surtout aussi civil, qui est très, très développé et qui a permis quand même rapidement, il faut apporter ce détail, 2 heures après les bombardements meurtriers, assassins impérialistes donc américains et israéliens, 2 heures après, de riposter rapidement dans à peu près 7 à 8 pays dans le Moyen-Orient. Donc, vous avez des frappes très ciblées contre l'Arabie saoudite qui ont visé les bases militaires américaines, la plupart dans ces pays-là, mais aussi ce qu'on appelle les facilités énergétiques et logistiques. Donc, vous avez les raffineries, vous avez des aéroports, etc., et même des marines, des ports. Tout ça a été ciblé 2 heures seulement après l'attaque israélo-américaine. Donc, premier élément, vous avez donc l'Arabie saoudite qui a été fortement touchée, le Qatar, vous avez les Émirats arabes unis, vous avez également le Koweït, Bahreïn, vous y ajoutez Chypre par la suite, à travers une base militaire britannique, mais également, on va ajouter donc, Israël. Non, la Turquie, pas du tout. La Turquie est restée en marge. L'Iran n'a pas du tout frappé la Turquie parce que la Turquie n'abrite pas littéralement une base militaire américaine qui sert de projection pour aller bombarder donc, les positions iraniennes. Donc, à ce propos, Erdogan, pour l'instant, n'est pas concerné. Mais vous avez aussi un pays comme Erbil, et puis j'en passe. Hein. Vous avez tous ces pays, Oman, voilà, tous ces pays ont été littéralement touchés à travers les présences américaines, mais aussi leurs hôtels, leurs ports, où ils se cachent, et les principaux centres névralgiques militaires américains. Donc, les centres de la CIA, la centrale américaine de renseignement, les centres du Mossad, et puis aussi les centres logistiques et d'approvisionnement en carburant. Donc, aujourd'hui, il faut dire que la stratégie iranienne a été quand même à ce niveau déjà couronnée de succès parce que littéralement toutes les bases militaires américaines dans le Moyen-Orient ont été mises hors d'état de fonctionner.
Benjamin, dans quelle mesure, là on va entrer dans l'analyse politique et surtout les motivations, dans quelle mesure les calculs politiques internes, hein, notamment celle de Donald Trump aux États-Unis, de Benjamin Netanyahu, influencent-ils le moment et l'ampleur de ces attaques? Bon, il y a plusieurs éléments. D'abord, aux États-Unis, vous avez l'affaire Epstein, ce qui amène plusieurs analystes et experts à dire que les États-Unis ont déclenché cette guerre-là exactement au moment où le président Donald Trump devait être auditionné et au regard d'une série quand même d'éléments factuels très, très, très probants, son pouvoir était menacé. Il allait être vraiment, vraiment, il courait le risque d'être destitué parce que il est mêlé depuis plusieurs années au réseau Epstein, qui est un réseau pédocriminel de viol des enfants, de torture des enfants, d'assassinat des enfants et même d'anthropophagie des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont littéralement braisés et mangés. Manger. Ces cannibales-là. Donc, vous avez cet élément-là. Et puis, le second élément, c'est aussi, pour des questions de politique interne, c'est l'alignement diplomatique et militaire des Américains depuis plusieurs décennies déjà sur les objectifs israéliens. Les États-Unis aujourd'hui sont littéralement embarqués dans toutes les guerres menées au Moyen-Orient par les Israéliens, parce qu'en réalité, il y a une puissance du lobby israélien aux États-Unis qui est à travers l'AIPAC, qui est donc l'association israélo-américaine pour les affaires publiques. Littéralement, en anglais, on dit AIPAC. Et ce puissant lobby, justement, sert à façonner la diplomatie américaine qui reste essentiellement favorable aux intérêts israéliens, aux intérêts du sionisme. Donc, l'entité sioniste qui est ici Israël, aux États-Unis n'a rien à craindre. D'ailleurs, il y a eu un vote hier au niveau du Sénat. Ce vote-là, de 57 voix à 46 à peu près, dispense Donald Trump de rechercher donc un vote du Congrès avant de déclarer la guerre aux Iraniens. Et ça a été rendu possible par un intense lobbying donc des structures sionistes qui sont très, très, très actives aux États-Unis. Donc, ça, c'est pour les raisons cachées au niveau donc, de Donald Trump et américain. Mais maintenant, vous avez au niveau donc, de Benjamin Netanyahou, vous avez une volonté d'abord d'échapper aux poursuites liées à des affaires de corruption. Des affaires, des scandales financiers qui impliquent le premier ministre israélien depuis plusieurs années. Il doit être en prison, il doit être entendu par des juges et à chaque fois, à chaque moment, il lance des guerres. Alors, lorsqu'il lance des guerres, le pays est littéralement bombardé et la justice ne peut pas suivre son cours. Toutes les affaires sont gelées. Il a fait lors de la guerre de juin passé, où il était sérieusement menacé, juin 2025, qui a duré 12 jours et qui a vu littéralement l'économie et l'État israélien complètement effondré. Et cette fois-ci encore, on retente la même chose. Il y a cette vision-là, mais il y a aussi une vision prophétique qui est de dire que toutes les terres, en réalité, du Moyen-Orient appartiennent au peuple juif, et notamment qui peut décider d'ériger le grand Israël quand il veut, à travers un grand territoire qui doit partir du Nil à l'Euphrate. Donc, c'est aussi dans cette perspective qu'il faut voir aussi ce qui se joue là de la part de Benjamin Netanyahou. Donc, ceux qui estiment que Netanyahou et Trump lancent cette guerre pour des raisons personnelles, pour se protéger, n'ont pas totalement tort, grosso modo. Pas du tout. Pas du tout, parce que
La guerre est un formidable outil de diversion, un outil de diversion. Lorsque vous, vous connaissez la célèbre phrase de Charles Pasqua, puissant ministre. Créer l'affaire dans l'affaire. Ben justement, nous y sommes. Vous avez l'affaire Epstein, et dans l'affaire Epstein, qui aujourd'hui menace gravement le siège de Donald Trump, qu'est-ce qu'on fait? On crée une affaire dedans. Et l'affaire qui est créée dedans, c'est une guerre. Et dans la guerre, on va encore créer une autre affaire, ainsi de suite. Et finalement, les Américains ne s'y retrouveront plus. Mais Olivier Dessau, pardonnez-moi d'être un peu naïf. Oui, j'ai 21 ans de journalisme, mais je suis encore étonné par certaines choses. La politique est-elle donc à ce point amorale? On va donc assassiner 200 petites filles dans une école à Téhéran pour se protéger. La politique est-elle à ce point-là amorale dans le monde occidental? Non, il ne s'agit ici pas de morale, de bien ou de mal. Il ne s'agit pas de cela, notamment par rapport aux stratèges américains et israéliens. Non, il s'agit plutôt de moyens et de fins. La guerre, disait un célèbre stratège allemand, Karl von Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous sommes bel et bien dedans. Celui qui vous fait la guerre, en réalité, il continue de vous faire la politique. Mais seulement, c'est les moyens qui changent. Vous avez ce qu'on appelle littéralement la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est tout simplement l'apprivoisement de la violence. On domestique la violence à travers des moyens entre griffes civilisés. On va voter. Mais vous avez aussi un autre fait qui est de dire, désormais on ne vote plus, on prend le pouvoir par la force. Celui qui prend le pouvoir par la force, il fait un coup d'État, très bien, mais lui, il utilise un moyen qu'il a à sa disposition, c'est une arme. Et donc, par rapport à ça, il contraint les autres à sa volonté. Et si vous refusez de lui obéir, il vous bute. OK? La même chose dans les urnes, on va en vote, celui qui est majoritaire, il gagne. Donc, à travers un débat civilisé, une juridiction proclame le vainqueur, et ça permet de domestiquer la violence, ça permet de ne pas recourir aux moyens de force, aux moyens barbares. On va utiliser une urne et puis un bulletin de vote. OK? Et celui qui gagne est félicité, etc., etc. Et là, ici, on a un autre moyen qui est utilisé, qui est tout simplement la force, et la force militaire. On va utiliser la force militaire pour contraindre les Iraniens à coûte que coûte se rendre, donc à capituler et à accepter toutes les décisions de l'axe israélo-américain, donc c'est-à-dire l'entité sioniste, parce qu'aujourd'hui les États-Unis sont littéralement sous domination sioniste. Et donc ce contrôle-là permet après d'exploiter les immenses richesses dont dispose l'Iran, le pétrole, le gaz et aussi les ressources liées à l'exploitation du détroit d'Ormuz où il faut payer des taxes. Vous savez que 40% à 50% donc du trafic mondial passe par vraiment ce détroit stratégique qui est le détroit d'Ormuz qui est aujourd'hui fermé. Tout ce qui est approvisionnement de l'Asie aujourd'hui, de l'Inde, de la Chine, du Japon, en matière de carburant, en matière de commerce, en matière des biens de première nécessité, tout ça passe par ce détroit-là. Vous voyez, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la Chine est la première économie et la première puissance mondiale, ça vous donne l'importance de ce détroit-là qui est aux mains des Iraniens aujourd'hui, qui l'utilisent comme vraiment un outil géopolitique pour contraindre également les États-Unis et puis l'ensemble de la communauté internationale à rapidement intervenir pour régler, trouver une solution définitive à cette crise. Sinon, nous courons le risque d'une crise mondiale qui a déjà commencé avec le prix du pétrole qui est aujourd'hui à plus de 110 $. On va vers bientôt 150 $, ensuite 200 $. Donc,
nous sommes véritablement dans une guerre qui a une conséquence à la fois locale, c'est vrai, mais à une portée mondiale à travers ces conséquences qui vont frapper durement les pays africains qui importent énormément de carburant, qui importent énormément de biens de première nécessité qui passent par donc ce détroit-là. Et donc, voilà ce que je peux dire. Ici, il n'est pas question de morale, de bien ou de mal. Ici, nous sommes dans une situation où vous avez des gens qui ont des objectifs et ils utilisent tous les moyens, y compris les moyens immoraux, pour arriver à leur fin. On sait qu'aux premières heures de ces interventions américano-israéliennes, l'ayatollah Ali Khamenei a été assassiné. Est-ce que cet assassinat change la dynamique politique interne iranienne? Si oui, comment? Non. La réponse est tout de suite non. Elle ne change aucune dynamique politique iranienne, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, le guide Ali Khamenei lui-même déjà avait prévu tous les scénarios possibles et il avait désigné son successeur de son vivant. Et tous les responsables militaires et politiques ont été suppléés au moins 4 ou 5 niveaux en dessous. C'est-à-dire que si vous tuez la tête, vous avez au moins encore 4 à 5 responsables adjoints qui vont prendre la direction de leurs responsabilités. Vous tuez un ministre de la Défense, vous avez 4 à 5 personnes qui sont en dessous. Vous tuez un militaire haut gradé, vous avez 4 à 5 qui sont en dessous, qui ont déjà reçu toutes les instructions, qui ont une feuille de route. Donc, il y a ce qu'on appelle une continuité de l'action politique, l'action militaire, qui ne change pas en fonction de X, Y ou Z qui venait à être assassiné. Donc, la stratégie américaine-israélienne a échoué parce que ils avaient bâti toute leur stratégie sur la décapitation du régime israélien, du régime iranien, et une fois ce régime décapité, ils allaient se rendre et ils allaient prendre possession du pays. Ça ne s'est pas fait. Parce que justement, le régime a appris du passé, le régime s'est renforcé militairement et le régime est aujourd'hui très, 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 très fort sur le plan, en tout cas militaire, grâce à des alliés comme la Chine qui apportent à l'Iran un appui en matière de renseignement satellitaire très, très précis, ce qui permet aux missiles iraniens d'avoir une précision chirurgicale quant à leur cible. Et c'est en train de faire un dégât, mais terrible, que les Américains n'avaient pas prévu, y compris les Israéliens. Il se dit que les États-Unis ont essayé d'approcher les dirigeants iraniens via certains dirigeants occidentaux. On va citer l'Italie, par exemple, pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu auprès des Iraniens. Est-ce fake ou est-ce que c'est fondé, cette information-là? Oui, l'information est fondée puisque ça a été d'ailleurs ça a été rejeté officiellement par les autorités iraniennes et notamment par le ministre des Affaires étrangères iranien, qui donc est la voix de son gouvernement. Le gouvernement iranien, pour l'instant, a dit que nous serons prêts à discuter une fois que nos objectifs militaires et politiques seront atteints. Quel est leur objectif du côté iranien, notamment? C'est de changer le rapport de force militaire dans la région en détruisant une fois pour toutes les capacités de nuisance des Américains et des Israéliens qui ont mis autour de l'Iran une ceinture de feu qui permet donc de l'attaquer à tout moment à travers d'abord les pays du Golfe, ce qu'on appelle le GCC, c'est-à-dire les pays de la coopération, le Conseil de la coopération du Golfe, c'est-à-dire le Qatar, les Émirats arabes unis, donc avec capitale Abu Dhabi,
donc avec une place financière qui est connue, qui est Dubaï. Vous avez Erbil, vous avez Oman, vous avez l'Arabie Saoudite. Toute cette zone-là, y compris Israël, Chypre, etc., occupe vraiment l'essentiel des bases militaires de la CIA et de l'armée américaine à travers justement les Marines, mais aussi les autres forces militaires. Et tout ça a été atteint à 95%. Aujourd'hui, à 95%. Alors, les États-Unis sont vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. dans une chronique que je vous ai envoyée il y a 2 ou 3 jours, j'évoquais le fait que le roi de Bahreïn, se sentant abandonné, a passé un coup de fil à Moscou pour essayer de trouver un peu de paix. Vous avez pu vérifier cette information-là aussi? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Bon, vous savez aussi ce qui se joue, hein, c'est que les pays du Conseil de la coopération du Golfe, qui sont essentiellement des monarchies fantoches, des monarchies fantoches qui sont des monarchies criminelles, qui sont des monarchies héréditaires, corrompues. Et surtout créé, Olivier Dessous, surtout créé par les Britanniques et les Américains. Oui, créé par les Britanniques et les Américains, mais surtout installé et soutenu par eux. Sinon, depuis longtemps, on aurait renversé la monarchie saoudienne depuis longtemps. Et on aurait renversé la monarchie également qatari et toutes les autres. Et Bahreïn. Donc, oui, tout à fait. Le Bahreïn. Et donc, vous avez tous ces pays-là aujourd'hui qui sont des pays contestés par leur propre population parce que ce sont des dirigeants qui ne sont pas légitimes et ce sont des dirigeants qui sont complètement alignés sur l'agenda sioniste des Américains et des Israéliens. Or, les populations sont majoritairement aujourd'hui des populations opposées, pro-palestiniennes. Donc, la question palestinienne est vraiment un enjeu géopolitique majeur dans cette région. Et il faut rappeler que les Israéliens, à travers les bombardements à Gaza, ont tué plus de 70 000 personnes. Tout un génocide pour occuper ces territoires. Et là, ils sont en train d'occuper le sud Liban qu'ils avaient évacué il y a quelque temps. Donc, il y a aujourd'hui un rapport géopolitique qui est en train de se dessiner, sans doute qui verra l'émergence de nouvelles forces politiques qui, elles, seront beaucoup plus révolutionnaires, voire même beaucoup plus patriotiques que ce qu'on a actuellement à la tête des monarchies du Golfe, lesquelles monarchies sont mêlées également au scandale de Epstein. Aux affaires Epstein, en effet. Olivier, vous me tendez une très bonne perche. J'adore vous avoir en émission parce que parfois je peux oublier mon questionnaire et discuter avec vous. Est-ce qu'en voulant changer la tête de l'Iran, on ne va pas assister plutôt au changement des têtes des autres pays, élites des États-Unis, de la sous-région? Justement, mais c'est ce qui est justement en train de se passer à travers ce scénario effet domino qui n'avait pas prévu. Parce que les Américains et les Israéliens surtout n'avaient pas du tout prévu dans leur scénario que les Iraniens frapperaient, mais très fort, les bases militaires américaines et simultanément. Oui, simultanément, mais le problème, la simultanéité vient peut-être en second lieu, mais c'est d'abord la rapidité de leur intervention 2 heures après les bombardements contre l'ayatollah. Ça veut dire que, parce que vous ne pouvez pas intervenir dans 7 pays comme ça, si en amont, vous n'avez pas travaillé cela, vous n'avez pas préparé cela, des mois et des mois durant. Donc, ça veut dire que les Iraniens avaient véritablement une stratégie
qui était bien huilé, bien ficelé depuis la guerre des 12 jours de juin 2025 et qu'ils ont déroulé en un laps de temps record, ce qui a créé un effet de surprise à Washington et à Tel Aviv. Et dans tous les pays de l'OTAN, ils ne s'attendaient pas à cela. Et seconde conséquence, donc le risque de voir justement l'effondrement de toutes ces monarchies corrompues et fantoches, en plus d'être criminelles puisqu'elles financent le terrorisme international. Mais vous avez une autre conséquence qui est la destruction de toutes leurs capacités, véritablement leurs capacités économiques. Dubaï est une place forte qui fonctionne et vit grâce au recyclage de l'argent criminel au niveau international. OK? Vous avez tous ces hôtels, ces casinos, hein, et puis les facilités logistiques, le gaz qui est essentiellement raffiné, qui est exporté en Asie, etc. Tout ça, c'est bien, mais c'est une façade pour l'économie criminelle qui est gérée par le Qatar en lien avec les Américains et l'entité sioniste, donc les Juifs israéliens. Et lorsque l'Iran s'attaque et détruit toutes ces facilités, à la fois énergétiques, logistiques, donc des aéroports, des ports et tout, en un laps de temps aussi court, ça montre que les stratèges iraniens ont compris qu'il fallait frapper tout de suite le portefeuille de ces pays-là et de ces monarchies, parce que c'est là où ça se jouait l'économie mondiale. Vous savez, l'économie mondiale, ça se joue au niveau du Moyen-Orient, ça se joue au niveau du détroit d'Ormuz, ça se joue en Iran, au niveau aussi de ce qu'on appelle la route, donc le fameux corridor qui doit quitter la Chine jusqu'à l'océan Indien. La route de la soie. Les nouvelles routes de la soie. Et il faut savoir qu'au niveau des nouvelles routes de la soie, une bonne partie passe en Iran. Et donc, il y a aussi un enjeu géopolitique majeur, c'est qu'en détruisant l'Iran et en mettant la main sur l'Iran, les États-Unis coupent ainsi et brisent donc l'élan de la Chine. La colonne vertébrale du projet Les Nouvelles Routes de la Soie. On a bien compris cela. Alors, chers téléspectateurs, merci pour vos réactions. Je remercie Laure Blouzaï qui nous envoie un message beaucoup plus religieux. Je l'ai affiché car chacun doit la parole sur GMTV+. Si vous souhaitez être invité, envoyez-moi un petit mot via jmtvplus.com et je vous inviterai. Donc, je l'ai affiché. Merci. Alors, parlons maintenant du droit international et de légitimité, même si on lit en filigrane que le droit ne sert plus à rien, le droit international. Je vais quand même vous poser la question, peut-on considérer cette intervention comme légale au regard du droit international, notamment sans mandat explicite de l'ONU, même si l'ONU ne sert pas à grand-chose non plus? Est-ce que ces interventions américano-israéliennes sont légitimes au regard du droit international, Olivier Dossou? Non, la légitimité, non, vous parlez plutôt de la légalité. Légalité, oui, légalité, oui. Pardon. Voilà, au niveau de la légalité, il n'y a pas de base légale à cette intervention. Cette intervention est clairement une violation du droit international, une violation de la souveraineté d'un État qui n'a rien fait, qui est chez lui, et on l'agresse et on décapite ses dirigeants. Ça s'appelle un coup d'État dans le droit international. C'est d'abord une guerre, une agression armée suivie d'un coup d'État. Ensuite, le droit international pour les Américains et les Israéliens, vous savez, c'est comme quand véritablement comment dire, c'est quelque chose d'insignifiant pour eux. Ce qui compte, ce sont les rapports de puissance, les rapports de domination, les rapports de force. Et les Israéliens sont passés maîtres dans cela. Pour les Israéliens, seul compte la capacité militaire de puissance de feu d'un État. Ils respectent un État qui peut leur opposer cette résistance-là. Vous n'avez pas cette résistance, ils ne vous considèrent pas du tout. C'est pour cela qu'à ce jour, Israël
essaye tant bien que mal de se tenir un peu à carreau par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, etc. Ce sont des pays qui sont extrêmement puissants sur le plan militaire, sur le plan des têtes nucléaires également, et l'Inde. Donc, vous avez cette considération au niveau du droit international qui est complètement mort depuis. Le droit international ne sert à rien pour les Américains. Depuis les guerres du Vietnam, vous avez les guerres d'Irak 1 et 2, vous avez les guerres en Syrie, les guerres en Libye, la guerre ou même la décapitation de Nicolás Maduro, qui a été donc capturé récemment par Donald Trump en violation toujours du droit international, sans mandat. D'abord, il y a deux dimensions. La première dimension, elle est d'ordre international. Il y a clairement une violation de toutes les règles de droit international. Mais ensuite, vous avez une question interne. Un, est-ce que l'Iran représentait une menace pour les intérêts américains au point que le président américain puisse l'attaquer directement? Non. Deux, est-ce qu'il a requis l'autorisation légale et constitutionnelle du Congrès américain, qui est seul à autoriser le président des États-Unis à entrer en guerre? La réponse aussi est non. Donc, nous sommes en face d'une guerre qui est doublement illégale au plan international, illégale au plan de la Constitution américaine. On peut donc dire que cette guerre, Olivier Dosso, n'a plus rien de bilatéral ou même de trilatéral. Aujourd'hui, c'est une guerre généralisée. Non, c'est pas encore une guerre généralisée, mais étant le devenir. Pour l'instant, c'est une guerre qui concerne les pays, on va dire les pays de l'OTAN. Parce que, voilà, les pays essentiellement de l'OTAN et leurs alliés arabes, ou j'allais dire leurs caniches arabes, qui sont essentiellement leurs valets. Et vous avez donc l'Iran. L'Iran avec derrière véritablement la volonté de détruire les BRICS, qui constituent donc aujourd'hui un enjeu géopolitique majeur pour un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde qui verrait l'équilibre des forces basculer plutôt vers plusieurs puissances au lieu plutôt d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis seuls et quelques États européens, donc les Occidentaux. Donc, l'objectif, c'est de tout faire pour détruire l'Iran, et en détruisant l'Iran, on détruit le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et dans ce truc, aujourd'hui, on est en train de voir une fragilisation des BRICS à travers les positions de l'Inde qui, aujourd'hui, soutient l'agression sioniste en Iran. Or, l'Inde est membre des BRICS, l'Iran est membre des BRICS, OK, et il se trouve aujourd'hui qu'un des membres des BRICS est agressé, mais l'Inde fait tout pour se désolidariser, n'a pas condamné ces attaques, et l'Inde a même livré la marine iranienne aux attaques des destroyers américains, et l'Inde permet aux Israéliens d'utiliser son sol pour pouvoir donc pilonner l'Iran. Voilà. Cette attitude de l'Inde nous amène à quoi? Cette attitude de l'Inde nous amène à ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que l'objectif des Américains, c'est de tout faire pour fragiliser et casser donc les BRICS à travers quand même un des gros morceaux que constitue l'Inde. L'Inde, c'est environ 1,2 milliard d'habitants, c'est une économie extrêmement puissante, c'est également une puissance militaire dotée de têtes nucléaires, c'est également un centre névralgique au niveau de recherche, au niveau scientifique, etc. Donc, si ce pays-là bascule du côté des Américains et des Israéliens,
c'est un énorme coup dur pour les BRICS désormais. Désormais, on dira BRICS, mais sans le I, puisque le I aura sauté, l'Inde n'étant plus membre à part entière, puisque vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et le diable. Soit vous servez Dieu, soit vous servez le diable. Mais l'Inde veut être à la fois dans les BRICS, travailler à un monde multipolaire alternatif contre vraiment l'hyperpuissance américaine et ses satellites, et tout en bénéficiant des facilités des BRICS et en appelant un monde alternatif et multipolaire. Donc ça ne passe pas. Nous sommes en fait dans une contradiction majeure au niveau de la politique du Premier ministre Narendra Modi, qui montre clairement qu'il est un traître au sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire aujourd'hui va vers la souveraineté des États, va vers la définition d'un monde beaucoup plus juste, un monde multipolaire. Guérandi va de se retourner dans sa tombe. De toute façon, j'ai toujours, je livre mon opinion. Si vous Guérandi, vous parlez de Guérandi Mbarga? Non, je ne parle pas de Guérandi. Je parle de comment le nom m'échappe. Pourquoi c'est Guérandi qui me vient en tête? Oh, le résistant à main nue indien, là, comment il s'appelle encore? Ah non, vous parlez plutôt de Mahatma Gandhi. Gandhi, pardon. Pourquoi j'ai dit Guérandi? Gandhi. Donc, j'ai toujours eu des doutes sur les prises de position de l'Inde, étant donné que dans le monde anglo-saxon, notamment en Grande-Bretagne, je le sais depuis 20 ans, 2006, l'Inde est le deuxième investisseur en Grande-Bretagne. Leurs économies sont trop imbriquées pour que l'Inde prenne position contre la Grande-Bretagne, donc contre les États-Unis. Alors voilà, j'étais un peu très surpris de le voir dans les BRICS, mais bon. Finalement, jusqu'où les différents acteurs, donc Iran, US, milices alliées, ont-ils intérêt à éviter une guerre généralisée? Mais jusqu'où, je ne sais pas. Ce qui va se passer, c'est que si la guerre s'intensifie, parce qu'il faut rappeler que jusqu'à présent, l'Iran n'a même pas encore utilisé le tiers de la moitié du quart de son potentiel. Elle n'a quasiment rien utilisé. Pour l'instant, elle utilise quelques missiles et des drones. Donc, les fameux drones Shahid qui sont extrêmement redoutables et très, très mortels. Alors, lorsque l'Iran va commencer à utiliser ces missiles hypersoniques qui sont extrêmement dévastateurs, je crains que véritablement, à la fois au niveau du Moyen-Orient, on ait un rapport de force qui change totalement et définitivement. Et l'autre inquiétude aussi, c'est que l'axe israélo-américain risquera à manquer à la fois d'intercepteurs, de missiles, et surtout aussi de munitions, parce que la guerre en Ukraine a épuisé l'essentiel des munitions américaines. Aujourd'hui, les Américains, ils n'ont quasiment plus rien qui leur reste. Et ça, tous les stratèges américains le disent, et les militaires américains disent que si la guerre s'intensifie et sur plusieurs mois, les Américains ne pourront plus tenir cette guerre. Donc, ils devront être suppléés par d'autres alliés. On annonce l'entrée de l'Australie, probablement la France aussi y entrera, mais ces pays n'ont pas de capacité militaire sur la durée, parce que la plupart de ces pays se sont impliqués dans la guerre en Ukraine, laquelle guerre a érodé l'essentiel de leur capacité en matière de munitions. Donc aujourd'hui, ces pays-là se retrouvent dans une situation critique. En plus de cela, vous avez le risque d'une déflagration mondiale avec l'entrée très prochainement, sans doute, de la Chine qui considère l'Iran comme véritablement son épine dorsale pour son projet de la route de la soie. Et surtout, pour son approvisionnement gazier. Il faut se rappeler que les Chinois s'approvisionnent essentiellement en matière de gaz et de pétrole avec les Iraniens. Et donc, ce risque est là. En plus, également, l'entrée
très prochainement de la Russie. Et là, le ministre des Affaires étrangères russe a été très clair, Sergueï Lavrov. Vous savez que si la Russie a pu tenir pendant longtemps dans la guerre en Ukraine ces derniers mois et a subi moins de pertes qu'au début, au tout début, c'est grâce aux drones Shahid iraniens qui sont extrêmement stables et meurtriers. Donc, ces drones-là aujourd'hui permettent à la Russie de résister contre l'OTAN qui veut littéralement détruire la Russie en se servant du conflit dans le Donbass et dans l'Ukraine, qui n'est juste qu'un alibi, un prétexte pour littéralement éroder, épuiser la Russie. Donc, pour les Russes, l'Iran constitue un enjeu politique majeur. Et si l'Iran tombe, le risque est grand qu'on ouvre aussi du côté de l'Iran un front militaire contre les intérêts russes ou même contre des Russes, en se servant de l'Iran également comme axe d'attaque pour pouvoir justement détruire la Russie. Donc, vous avez ce scénario, mais l'autre également scénario, c'est tant que les États-Unis ne vont pas déployer des troupes au sol, tous les bombardements aériens qu'ils feront ne changeront rien à la situation. Pourquoi? Parce qu'en Iran, vous avez des bunkers qui s'étendent sur des kilomètres sous la terre, dans les montagnes. Parce que l'Iran, c'est un vaste pays montagneux, désertique, où vous avez énormément de bunkers qui ont été creusés par les stratèges militaires iraniens, où l'essentiel de l'armement y est entreposé. Donc, tant que vous allez continuer à bombarder par voie aérienne, ça va faire que des victimes civiles, des enfants qui sont tués, des écoles ou des hôpitaux bombardés, mais ça ne change rien à la capacité militaire iranienne. Donc, pour les Américains, ils se disent qu'ils doivent déployer des troupes au sol. Mais les troupes au sol risquent d'être littéralement comme canardées par les Iraniens. Parce que, ils ne maîtriseront pas le territoire qui est extrêmement vaste. Ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas du tout l'Irak. Nous sommes ici dans un pays qui fait à peu près 3 fois la France, la superficie de la France. En ordre de grandeur, la France, c'est 500 000 km². L'Iran, nous sommes à 1 650 000 km². Entouré de montagnes, de déserts, un pays où il fait très chaud. Donc, ça, c'est quasiment mission impossible dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, vous avez également la puissance de feu iranienne. L'Iran, ce n'est pas l'Irak. C'est un pays qui est très, très bien contrôlé, qui est verrouillé à travers des milices, les fameux Bassidis qui sont les gardiens de la révolution qui sont là. Vous avez également l'armée iranienne qui est extrêmement redoutable et solide, qui a des unités spéciales très, très bien formées, suréquipées, qui a un commandement qui est vraiment solide. Nous sommes en face des gars qui ne sont pas des rigolos, quoi. Donc, si vous amenez les Américains là-bas et leurs alliés européens, ils vont se faire braiser, littéralement. Donc, ça va être encore un scénario bis à l'irakienne où vous allez avoir des milliers de morts qui rentreront aux États-Unis amputés, des pieds, des bras, des machins, avec des traumatismes post-guerre comme la guerre du Vietnam. Donc, ça risque d'être une guerre du Vietnam numéro 2 pour les Américains. Donc, qu'est-ce que les Américains et les Israéliens sont en train de préparer? C'est ça qui est intéressant. Pour eux, justement, ils sont en train de se dire, il nous faut, puisque nous-mêmes, on n'y arrive pas, on ne va pas envoyer nos boys là-bas, comme on dit dans le jargon, parce que si vous envoyez vos boys là-bas, ils vont se faire braiser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut appel aux Kurdes. Justement, il faut trouver des... Notre proxy, les Kurdes, qu'on manipule à chaque fois, on agite
On leur fait des promesses et ils se lancent, après ils sont déçus. Comme on dirait au Cameroun, il leur faut trouver leur Bamenda. Hein? Donc, voilà. Donc, il faut trouver leur Bamenda. Et leur Bamenda, ça va être qui? Ben, il faut trouver le Bamenda du coin. Donc, ils vont aller chercher les Kurdes qui vont être la chair à canon. Ce qui n'est pas une bonne chose parce que Erdogan, qui est un allié des États-Unis de l'OTAN, la deuxième puissance militaire de l'OTAN, a des Kurdes qui le dérangent en Turquie. Alors si on commence à armer les Kurdes, c'est dangereux pour la sous-région également, pour tout le monde. Mais justement, le problème, c'est que les Kurdes, puisque toute cette zone-là, d'abord l'Iran, c'est plusieurs ethnies, plusieurs nationalités autour des Perses. Donc vous avez les Kurdes, vous avez d'autres ethnies qui forment vraiment ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Et les Kurdes, les Britanniques les ont sevrés de leur territoire depuis toujours à travers vraiment le partage de toute cette zone, depuis les accords de Sykes-Picot qui avaient vu le partage du Moyen-Orient entre Britanniques, Français, accords qui ont été consolidés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est affaiblie. La puissance qui sort émergente, c'est vraiment la Russie, donc à l'époque l'Union soviétique, et puis surtout les Américains. Donc à travers Yalta, on va partager ce monde-là et exercer l'influence à la fois entre le bloc communiste et puis le bloc dit du monde libre. Bon, sauf que les Kurdes, leurs terres ont été morcelées, une partie en Irak, une partie en Turquie, une autre partie en Syrie, une petite partie en Syrie, une partie en Iran, etc. Donc, on les a littéralement partagés. Et ça rappelle un peu ce qu'un ami me disait. Il disait justement que les Français ont fait de même en conseillant à Idio de morceler justement le peuple bassa à travers plusieurs régions comme ça. Comme ça, ils n'ont pas véritablement une zone d'influence au Cameroun. Je le confirme, et il n'y a pas que les Bassa, les Français ont aussi morcelé les Fans. Car le nord du Gabon est l'ancien Cameroun. Cameroun allemand, le nord du Gabon jusqu'à Minzik, c'est le Cameroun. Donc, si un jour, un dirigeant camerounais arrivait à la tête, du Cameroun et prenait les documents de la Société des Nations et de l'ONU posés sur la table, une partie de la Centrafrique reviendra au Cameroun, une partie, le nord du Gabon reviendra au Cameroun. Donc, les Français l'ont fait à dessein pour même une partie de l'ouest du Maroc est en Algérie. Hein. Mais bon, allez, je n'irai pas là-dessus, je veux vivre. Oui, donc en fait, on se retrouve dans la même stratégie qui a été toujours utilisée. C'est une stratégie vieille comme le monde. Vous savez, par exemple, que pour mater, par exemple, la résistance bamileke, on est allé chercher ce qu'on appelait le peuple Sahara, donc qui étaient des Tchadiens qu'on a fait venir au Cameroun pour aller tuer leurs propres frères noirs, etc. Et ça a été tout un carnage. Et à l'époque, on a fait la même chose en allant prendre, pour par exemple conquérir un territoire comme le Soudan. On est allé chercher aussi des populations ça et là pour venir détruire littéralement la résistance de Mahdi. Mahdi, qui était un très grand résistant islamiste qui avait réussi à tuer un général britannique qui était le général Gordon, et sa tête avait été baladée à Khartoum à l'époque, et y compris dans une des régions du Soudan. Donc, les Britanniques ont toujours utilisé cette technique-là. Les Français également. Les Occidentaux, il faut le dire, les Occidentaux tout court. C'est cette technique-là, justement, qui amène les Américains, les Israéliens l'ont fait. Quand vous voyez la guerre qui s'est menée au niveau de la Syrie récemment, qui a vu la destruction de la Syrie et l'éviction de Bachar el-Assad, cette guerre-là s'est faite par des proxys, c'est-à-dire qu'on a utilisé des milices islamistes kurdes d'un côté, mais également on est allé prendre certains qui étaient également des terroristes, un peu partout on a fait une armée de briques et de brocs, et ils n'ont pas mêlé des Israéliens à cela, donc pas d'armée israélienne, ils se contentaient juste de bombarder par les airs, et c'est les autres qui allaient mourir directement sur le terrain. Parce qu'on sait très bien que quand vous envoyez des troupes sur le sol, c'est toujours très, très meurtrier. Donc, ni les Américains ne le veulent directement, puisqu'ils ont encore le souvenir de l'Irak,
Et les États-Unis risquent de complètement basculer dans une crise politique avec des milliers de victimes. Hein. On a encore les traumatismes liés vraiment à la guerre d'Irak où Bush avait été poursuivi en justice, Bush fils, mais à ce jour, il n'a toujours pas été condamné puisque là-bas aussi, nous étions dans une guerre illégale, dans une guerre criminelle pour le pétrole. Donc, là, cette fois-ci, les Américains et les Israéliens veulent récidiver avec la même logique. Pourquoi changer une méthode qui a fait ses preuves ou qui gagne? Et là, leur mougou, comme dirait l'autre, leur mougou, justement, c'est les Kurdes. Et les Kurdes ne sont pas unis là-dessus, parce que les Kurdes d'Irak sont vraiment très, très opposés à cette affaire-là. Il y a eu même un communiqué d'un de leurs conseil qui se désolidarise de cette initiative et ne veut pas vraiment engager des troupes au sol pour une guerre qui n'est pas la leur. C'est ça la teneur un peu du communiqué. Donc, ils cherchent, Donald Trump y cherche, Netanyahou également y cherche, parce qu'en face, vous avez 95 millions d'habitants, vous avez l'Iran, c'est des centaines de milliers de militaires. Et très, très bien entraînés, redoutables. Donc, aujourd'hui, ils sont pris à leur propre piège parce qu'ils n'espéraient pas une résistance aussi farouche de l'Iran. Olivier Dossou, parlons des conséquences économiques de cette guerre. Quel est l'incident immédiat de ce conflit sur les marchés pétroliers et économiques du monde? Bon, là, les conséquences sont d'elles-mêmes, elles sont claires, c'est-à-dire que vous avez la hausse des denrées de base qui sont essentiellement importées, qui transitent par ce détroit, qui viennent essentiellement de l'Asie. Donc, toutes ces denrées-là subissent des coûts élevés en matière d'assurance. Les assurances ont triplé, ont quadruplé, ont quintuplé parce que justement les risques sont plus élevés. Vous passez par là, votre cargaison peut être détruite par des bombardements. L'Iran a refusé. Donc il y a les risques d'avarie, il y a les risques vraiment de guerre, il y a les risques d'attaque. Et donc les polices d'assurance sont très élevées. Ça, c'est un point qu'il faut observer. Mais vous avez aussi toutes les conséquences liées au pétrole. Le prix du pétrole ayant explosé, certains pays qui vivent du pétrole, qui exportent le pétrole brut, peuvent se frotter les mains. Des pays comme le Gabon, le Cameroun dans une certaine mesure, le Tchad dans une moindre mesure aussi, la Russie, le Nigeria, la Russie, etc. Eux, ils vont véritablement s'en sortir. Maintenant, tous les autres pays qui importent le pétrole, là, vous avez les populations de ces pays, les populations africaines, qui vont littéralement se ruiner avec les prix qui vont exploser à la pompe. Et les prix explosant, il faut répercuter les coûts d'achat liés à l'énergie, il faut répercuter ça sur les produits de consommation, les produits de vente. Donc, vous avez peut-être ceux qui fabriquent les baguettes de pain, tout ça va exploser, les coûts de transport également, les taxis, dans tous les pays africains, les coûts. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui l'énergie va exploser, mais vous avez également l'Allemagne qui est aussi tributaire de beaucoup d'importations en matière d'énergie, en matière de pétrole, en matière de gaz, qui vient par cette zone-là. L'Allemagne aussi va avoir des problèmes parce que le Qatar est un des gros fournisseurs en matière de gaz aussi des pays européens comme des pays asiatiques. Donc, le Qatar aujourd'hui a été ciblé dans ses raffineries qui sont vraiment très, très impactées. L'Arabie saoudite aussi qui exporte jusqu'à 10 millions, plus de 10 millions de barils de pétrole par jour. L'Arabie saoudite aussi a ses raffineries qui sont touchées par les bombardements vraiment iraniens. Donc, certaines raffineries sont littéralement à l'arrêt.
On va vers vraiment une crise économique mondiale qui va exploser avec, évidemment, c'est les pauvres qui vont trinquer. C'est ça peut-être l'occasion pour que ces pauvres se mettent à travailler, n'est-ce pas? Car avec tout ce qu'on a comme énergie solaire en Afrique, pourquoi ne pas imaginer des fabrications de produits qui fonctionnent aux panneaux solaires dans ces pays-là? Pourquoi attendre toujours l'Occident ou les autres? Voilà. Ouais, bon, là, ça c'est une autre question à laquelle je vous inviterai je vous inviterai à la poser au président Paul Barthélémy Biya. Si j'arrive à le rencontrer, parce que lui, personne ne le voit depuis 55 000 ans. Voilà, ça fait quand même 50 ans qu'il est là. Vous me taquinez un peu, Olivier Dessau. Hein? Bon, alors, l'opinion publique et médiatique maintenant, comment le conflit est-il perçu par l'opinion publique d'abord américaine, européenne et ensuite, et est-ce que ceci peut influencer des décisions politiques ou des prises de décisions politiques internes? Alors, j'espère que là, on est en train d'aller vers la fin. Tout à fait. Bon, l'opinion politique ou l'opinion publique est clairement contre cette guerre. Aux États-Unis, l'opinion publique aujourd'hui est complètement déçue par Donald Trump et s'estime trahi, puisque Trump a bâti sa campagne sur la fin de la guerre en Ukraine, sur la volonté de rapidement conclure un cessez-le-feu, un accord politique avec les Russes et mettre fin à la guerre. Et les crédits liés à la guerre, il allait les réinvestir dans les infrastructures, l'économie américaine, dans la pure vision de ce qu'il appelle Make America Great Again, le MAGA. Sauf que cette vision politique est littéralement une chimère aujourd'hui parce qu'elle a servi juste à Trump de se faire réélire, puisque c'est pour son deuxième mandat. Mais on voit bien qu'il est aligné sur les positions de l'Iran, sur les positions israéliennes, du lobby sioniste, qui est très, très puissant aux États-Unis, qui contrôle l'économie américaine, qui contrôle les centres de décision à Washington et qui contrôle les centres économiques de Wall Street, etc., etc. Vous avez vraiment un lobby sioniste extrêmement fort. Et donc, aujourd'hui, Trump agit littéralement comme un garçon de course de Benjamin Netanyahou, qui est un serial menteur et quelqu'un qui passe son temps à faire des guerres. Toutes les dernières guerres dans le monde, vous avez la main et la patte de Benjamin Netanyahou. Les guerres syriennes, l'assassinat des leaders du Hezbollah, Hassan Nasrallah et tout son état-major qui avait été complètement décimé. Vous avez également les frappes en Iran, les frappes au Qatar, les frappes un peu partout dans le Proche-Orient aujourd'hui. Donc, nous avons littéralement un dirigeant qui est un psychopathe, et sans oublier Gaza, avec plus de 100 000 morts aujourd'hui, et des milliers de déplacés. Donc, il vit de la guerre, il vit vraiment du génocide, et il n'en a cure. Et la question est de savoir jusqu'où il va s'arrêter. Sauf qu'en Israël, l'opinion publique israélienne est extrêmement faible et l'opinion publique israélienne à ce jour n'est pas en mesure d'inverser le rapport de force parce qu'elle doit d'abord se sauver. Les bombardements sont quotidiens par l'aviation iranienne et pour l'instant, elle a envie plutôt de se terrer plutôt que de demander des comptes à Benjamin Netanyahou. Et chaque fois quand il y a une accalmie, il provoque et il lance une nouvelle guerre. Donc, ça également, ça pose un véritable problème. Et en dernier lieu, juste dire que l'opinion dans les pays arabes
le Golfe arabo-persique, l'opinion est majoritairement du côté de l'Iran. Au-delà du courant islamique qui est celui de l'Iran, qui est donc un courant chiite, mais vous avez une forte sympathie du monde sunnite qui est aujourd'hui allié à l'Iran, qui soutient les positions iraniennes contre l'entité sioniste et les impérialistes américains. Donc là, cette guerre-là, elle tend beaucoup plus à renforcer le camp des Iraniens dans l'opinion publique en général au niveau mondial. Et quant à l'Afrique, l'Afrique majoritairement, les opinions publiques africaines sont majoritairement à plus de 90% sont derrière l'Iran, qui est perçu aujourd'hui comme une victime de l'impérialisme israélo-américain. Alors, nous avons une réaction là que j'ai affichée à l'écran, c'est LB 77 47 et 6 qui dit Trump peut se laisser manipuler par Israël. Le Premier ministre israélien veut absolument mettre en place le projet du Grand Israël. Bon, LB 77, Trump n'est pas un gamin pour se faire manipuler, donc il fallait quand même venir. Non. Alors ça, il faut répondre. J'ai apporté quelques éléments dès le début de l'émission. Trump ne s'est pas du tout laissé manipuler. J'ai bien dit que Trump a ouvert ce front-là, cette guerre-là, en prévision des auditions liées à l'affaire Epstein. Voilà, peut-être LB77 n'était pas là. Bref, Trump et Netanyahou, qui sont visés par des affaires, ont créé une affaire dans l'affaire pour distraire. Voilà, il faut bien comprendre ça. Et la seconde chose aussi, c'est de dire que même dans le projet du Grand Israël, l'Iran n'y figure pas. Quand on parle de le projet, déjà même les concepteurs de ce projet depuis Theodore Herzl parlent de faire une sorte d'empire israélien qui doit partir donc du Nil à l'Euphrate. Du Nil à l'Euphrate. Or, l'Euphrate, c'est quand même une grosse partie de l'Irak. Donc, tous ces territoires-là doivent être tôt ou tard occupés. Et pour les stratèges iraniens, la question n'est pas celle-là. La question plutôt est d'ordre palestinien. Il y a un élément lié à la Palestine. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se souvenir que tous les pays qui ont manifesté une sympathie à la cause palestinienne depuis les années 60, 70, 80, tous ces pays ont été littéralement détruits, ont été bousillés, ont été anéantis. L'une des principales raisons de la destruction de la Libye, au-delà des questions liées à Sarkozy qui ne voulait pas qu'on puisse révéler le financement de sa campagne, il y avait la question palestinienne. Muammar Kadhafi, le guide, est un des principaux soutiens de la résistance palestinienne depuis sa prise de pouvoir en novembre 1969. Depuis 1969, ce qu'on a appelé le coup d'État, le 1er novembre 1969, le coup d'État de la Toussaint, qui était vraiment, en anglais on parle d'elusive révolution, c'est-à-dire une révolution littéralement douce où le roi Idriss Ier a été renversé, il était en vacances en Turquie. Et donc depuis cette période-là, Kadhafi a changé l'orientation politique de son pays en défendant un axe souverainiste, un axe anti-impérialiste, anticolonial aux côtés du peuple palestinien. Ce qui fait que les Israéliens vont bombarder à plusieurs reprises la Libye. Ils vont être aux côtés de Reagan pour déjà détruire Kadhafi, qui était considéré comme le chien errant du terrorisme international. On va tout faire pour l'affaiblir.
Mais vous aurez la même chose au niveau de Bachar el-Assad. Depuis Hafez, son père, jusqu'au fils, les Israéliens considèrent que nous ne pourrons pas en finir avec la Palestine et occuper définitivement cette terre-là si nous ne coupons pas, si nous n'anéantissons pas tout leur soutien étatique, leur soutien financier. C'est ainsi qu'on va s'acharner à détruire littéralement la Syrie, qui va être aujourd'hui complètement anéantie. On va installer un ancien terroriste qui est donc un ancien criminel d'Al-Nosra qui est mis à la tête de la Syrie aujourd'hui, qui est reçu un peu partout comme soi-disant un dirigeant modèle. Et c'est le même scénario qu'on veut répercuter en Iran. Enfin, vous avez également donc l'Iran qui est dans le viseur parce que l'Iran, pendant longtemps, l'Iran également a constitué un verrou aux visées impérialistes, sionistes et américains contre les Palestiniens. Pendant longtemps, l'Iran était derrière le Hezbollah, lequel Hezbollah appuyait donc la résistance palestinienne également. L'Iran soutenait plusieurs dirigeants qui étaient des dirigeants donc palestiniens. Certains dirigeants palestiniens vont être assassinés par le Mossad à Téhéran. Il faut bien noter cela. Quand bien même ces dirigeants étaient de confession sunnite, mais ces dirigeants bénéficiaient du soutien politique d'un régime chiite iranien au nom de la solidarité islamique. Donc, la Oumma, y compris avec des nuances entre chiites, et puisque tous ces pays estiment qu'ils ont le même ennemi, qui est donc l'entité sioniste, qui n'est en réalité que le faux nez des Américains. Et enfin, vous avez également l'Irak. L'Irak, Saddam Hussein était quelqu'un qui était très solidaire de la cause palestinienne. Très, très solidaire de la cause palestinienne. Son pays sera anéanti et l'Irak va être morcelé. Aujourd'hui, l'Irak est en train plus ou moins de naître. Et enfin, Yasser Arafat lui-même, qui bénéficiait de beaucoup de soutien de la part des Iraniens, etc., il va être empoisonné en France et va mourir suite à un empoisonnement au polonium. Puisqu'après, on va faire une autopsie sur son cadavre, on va découvrir dans ses cheveux des traces de polonium, ce qui va montrer qu'il a été empoisonné. Et c'est vraiment un laboratoire suisse qui va révéler cela. Donc, les Israéliens, depuis toujours, tous les pays qui ont soutenu ou qui soutiennent la résistance palestinienne sont dans leur viseur et sont punis comme tels. Voilà un peu aussi ce qui justifie cet acharnement contre l'Iran. La question du grand Israël, elle vient par la suite, mais d'abord, il y a un enjeu politique immédiat qui est celui, lié d'abord à l'occupation des territoires palestiniens qui sont annexés. Alors, pourquoi les pays africains noirs ne réagissent pas? Car Israël a reconnu l'indépendance du territoire du Somaliland qui se trouve dans le territoire africain. Mais le problème, cher monsieur LB 77476, c'est que les pays africains aujourd'hui sont des pays extrêmement faibles. Les dirigeants africains, la plupart, ce sont des dirigeants corrompus, des dirigeants qui ne sont plus des dirigeants patriotes, qui ne défendent pas leur peuple, qui ne défendent pas la souveraineté de leur territoire. Donc, quand vous voyez, vous parlez du Somaliland qui aujourd'hui est divisé, on a divisé la Somalie pour avoir cette zone territoriale, cette enclave-là, qui est une enclave criminelle, pour pouvoir y opérer. Israël est le seul État avec les Émirats arabes unis qui reconnaissent l'indépendance de ce territoire, en violation même des Nations unies. Bon. Mais c'est un territoire en réalité qui sert à Israël pour contrôler
l'océan Indien. L'océan Indien, à travers cette zone, est surveillé et contrôlé par les Israéliens et leurs services à travers le faux nez du Somaliland. Bon, les pays africains aujourd'hui, vous prenez l'Ouganda, tous les pays de l'Afrique, ces pays-là, la plupart, ce sont des dirigeants fantoches. Ce n'est pas Djibouti qui défendrait la souveraineté du Somaliland, puisque le président Ismaël Omar Guelleh lui-même, il n'est pas du tout un nationaliste, il ne défend aucune souveraineté, c'est un agent de la France-Afrique qui a été mis au pouvoir depuis les années 80, je crois, après la mort donc de son mentor, qui était donc Hassan Gouleb Abtidon, qui est décédé. Donc, lui, qui était un de ses bras droits patrons de la police, a pris la relève. Et vous avez également le Kenya. Bon, le Kenya, c'est pas du tout un nationaliste. Le président Ruto, il reste quoi dans la Corne de l'Afrique? Le Soudan, qui était, voilà, tiens, le Soudan qui était un des pays qui avait vraiment un axe nationaliste très fort, il est littéralement aujourd'hui détruit. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement sur cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas de dirigeant nationaliste africain capable de porter des questions africaines comme l'était le guide Kadhafi. Peut-être les 3 pays de l'AES, mais ces 3 pays-là aujourd'hui ont mieux à faire dans leur propre pays à lutter contre le terrorisme, qui est sponsorisé par les mêmes pays. C'est-à-dire, derrière ça, vous avez toujours Israël, vous avez les États-Unis, vous avez la France et autres. Donc, là, voilà, donc ce que je peux dire pour conclure. Dernière question, Olivier Dessau, après on conclut, car merci, déjà 1h20 qu'on est là. Est-ce que ce conflit peut durablement redessiner l'équilibre des forces au Moyen-Orient? L'issue de ce conflit. Je pense que ça, j'y avais déjà répondu au tout début. Bon, au risque de me répéter, je vais dire que l'objectif des Iraniens, c'est clairement de changer le rapport de force pour ne plus avoir autour de leur terre, autour de leur territoire, autour de leur État, des bases militaires américaines un peu partout qui servent en réalité de territoire de projection pour détruire l'Iran. Donc, l'Arabie saoudite est utilisée par les Américains pour bombarder les Iraniens. L'Arabie saoudite est aussi utilisée par le Mossad et puis par l'armée israélienne pour bombarder l'Iran. Le Qatar, même chose, où on y a installé un centre d'écoute de la CIA. Vous avez également les Émirats arabes unis. Tous ces pays financent grâce au blanchiment de l'argent, donc issu du pétrodollar. Tout cet argent sert en réalité à financer des opérations clandestines de guerre secrète contre l'Iran, en suscitant des milices, en suscitant des révolutions colorées, en suscitant donc des coups d'État internes, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas parvenus parce que l'État iranien est très, très bien structuré et le centre du pouvoir n'est pas à Téhéran, il est réparti un peu partout. Donc, à partir du moment où le centre du pouvoir est réparti un peu partout, vous pouvez couper la tête à Téhéran, mais ça ne change rien à la situation parce que vous avez d'autres villes, d'autres territoires qui vont vous opposer une farouche résistance. Et puis, tous les postes clés, tout l'appareil sécuritaire, tout l'appareil politique, tout l'appareil militaire, tout l'appareil diplomatique et autres, vous avez à chaque niveau 5 vraiment sous-structures, sous-représentants, 5 adjoints qui à tout moment peuvent prendre la relève, qui sont parfaitement au courant de tout, qui reçoivent les mêmes consignes. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas un seul chef qui est dans son bureau, qui connaît tout, qui prend toutes les décisions seul. Tout le monde est impliqué. Du coup,
quand vous coupez la tête du chef, mais tous les autres adjoints sont au courant de tout et immédiatement prennent la relève et puis tout fonctionne comme si de rien n'était. C'est ce qui se passe et ils l'ont compris. Ce qui fait que vous ne pouvez pas tuer 92 millions d'Iraniens. C'est impossible. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de trouver des espèces de Bamenda, comme dirait l'autre, ou des Mougou, qui viendront faire le sale boulot, et puis on va les payer avec des pétrodollars, parce que qui finance cela? C'est les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar et surtout les Émirats arabes unis. Puisque, étant donné que c'est une guerre illégale, cette guerre n'est pas autorisée par le Congrès américain. Donc, Trump n'a pas les crédits nécessaires. Et donc, du coup, c'est pour cela qu'il voulait une guerre très courte. Frapper 2-3 jours, une semaine, c'est réglé, on change le pouvoir. Mais ça ne marche pas comme ça. On est parti sur des mois, voire des années. Ça fait 5 ans que nous sommes en guerre dans l'Ukraine. Et c'est toujours pas terminé. Donc, en Iran, quand vous imaginez que l'Iran est beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissante que l'Ukraine, ce n'est pas une guerre de quelques jours. Donc, l'équilibre des forces pourra changer si, littéralement, l'Iran tient bon, l'Iran est soutenu par ses alliés stratégiques que sont la Russie et surtout la Chine, et la population iranienne ne faiblit pas. Je pense qu'on pourra espérer, quoi. Ce qui est dans leurs intérêts, leurs différents intérêts, la Russie et la Chine, s'ils ne soutiennent pas l'Iran, ben, les prochains seront eux. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Olivier Dessau, de nous avoir accordé ce temps et revenez souvent nous abreuver de vos connaissances. Nous sommes friands de cela et les téléspectateurs de GMTV+, avec moi. Encore merci, sincèrement. Merci à vous, Jackie Mofo. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les pays africains tirent des enseignements de ce qui est en train de se jouer en Iran et se mettent du côté de l'histoire, soutiennent la résistance iranienne, militairement, si c'est possible, mais surtout diplomatiquement et politiquement, en dénonçant, en condamnant fermement l'agression israélo américaine et surtout de façon plus large l'OTAN. L'Espagne nous montre la voie. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été clair, vous n'utiliserez pas les facilités espagnoles, vous n'utiliserez pas nos bases, vous n'utilisez pas notre espace aérien. Terminez cela. C'est une guerre faite par Benjamin Netanyahu pour ses seuls intérêts et les Américains n'ont pas été leurs intérêts ne sont pas menacés dans cette affaire, donc c'est une guerre illégale et criminelle. Ça doit être soutenu. Et donc les pays africains peuvent rapidement, tout de suite, une décision ferme, c'est rapidement d'expulser tous les ambassadeurs israéliens dans leur pays. Tout de suite, demain, là, ils le font. Première décision urgente, les foutre tous dehors. Ensuite, vous suspendez, vous supprimez toutes les relations diplomatique et politique avec l'entité sioniste. Et troisièmement, apporter un appui clair, diplomatique et condamner clairement l'agression iranienne qui est donc menée par l'entité sioniste et son caniche américain. Voilà. Rapidement déjà, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, les 3 mesures urgentes qu'il faut rapidement opérationnaliser pour que Israël comprenne que on ne peut plus accepter d'attaquer qui on veut, d'assassiner impunément des dirigeants comme ça, et on doit le pointer du doigt comme étant un État criminel, un État génocidaire, un État assassin qui viole toutes les règles et lui appliquer la réciprocité. Donc, tous les dirigeants israéliens, toutes les ambassades israéliennes doivent être expulsées des territoires africains. Et ça, rapidement, on peut le faire tout de suite. Malheureusement, les dirigeants africains sont tenus en laisse, sont corrompus par les pétrodollars des monarchies, donc saoudiennes,
qatari et puis des Émirats arabes unis qui devient aujourd'hui un acteur majeur sur la scène diplomatique africaine à travers donc des projets dits de développement ça et là, et tous les dirigeants africains défilent à Abu Dhabi en espérant recueillir quelques pétrodollars pour mettre à la fois dans leur poche et puis entretenir concubines et maîtresses au détriment des populations. Voilà ce qui est quand même détestable dans cette situation. Merci beaucoup, Olivier Dossio. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Voilà, il y a des gens qui envoient encore des petits mots pour vous, mais bon, c'est un peu tard. Il faut mettre fin à cette émission. Mais restez connectés sur GMTV+. Abonnez-vous, mettez des petits pouces, afin de permettre que l'algorithme nous mette en exergue. Voilà, c'est gratuit. Abonnez-vous, encouragez-nous de cette façon-là. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec peut-être Olivier Dossio encore qui viendra nous abreuver de ses connaissances, de ses analyses. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, gardons quand même la banane. À très bientôt. Merci. Bye bye.